somme qui valait 1000 milliards en la personne d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2024. C'est le montant de la dette qui a augmenté. Et tu vois, quand tu as le gouvernement qui te dit ouais, on va peut-être augmenter les taux par-ci ou aller taper dans l'épargne des Français, on croit que c'est à nous, mais c'est pas vraiment à nous. Votre stratégie pour les finances publiques, c'est un couteau sans lame auquel il manque le manche. L'épargne des Français est-elle suffisamment en sécurité ? Dans la vie, il y a les cigales et les fourmis. Et les Français, champions d'Europe de l'épargne, font plutôt partie de la deuxième catégorie. En moyenne, C'est exactement pour cette raison-là que l'État ne va absolument pas se gêner. Il sait que les Français aiment épargner, donc les marchés financiers ne veulent plus me prêter de l'argent parce que je n'arrive pas à corriger mon défaut de dette. C'est pas grave. J'irai prendre cet argent auprès des Français qui aiment épargner et qui ont de l'argent qui dort. 17% de ce qu'ils gagnent chaque mois finit sur un compte. Un petit pécule gardé au chaud, au cas où il faudrait piocher dedans au cours de sa vie, pour les événements joyeux ou moins joyeux. En fait, ce coffre-fort sert d'une certaine manière à appréhender le futur plus sereinement. Car en 2024, il paraît plus facile de deviner les chiffres du loto que de savoir de quoi demain sera fait. Et le problème, c'est que le monde entier sait que les Français sont des grands épargnants. Le monde entier sait pertinemment que les Français, eux, et la bourse, ils ont un peu peur de la bourse. Le monde entier sait pertinemment que les Français ne comprennent rien aux banques. Et quand je parle du monde entier, je parle en première position de l'État français. Et tu as malgré cela des gens qui vont encore garder leur argent dans un écosystème français, je parle bien sûr des banques, sachant pertinemment que la France est endettée, la France n'arrive pas à rembourser sa dette, et qu'au bout d'un moment, il faudra rembourser. Malgré tout cela, il y a encore des gens assez naïfs pour laisser leur argent dans les banques. Licenciements, crise économique, instabilité géopolitique, personne n'est à l'abri d'un accident. Pas même le gouvernement, qui flirte d'ailleurs avec plusieurs lignes rouges. Entre la dévaluation de l'euro, la dette monstrueuse et l'argent gaspillé ci et là, l'État semble jouer à un jeu dangereux. Non, c'est pas l'État qui joue à un jeu dangereux. Ce n'est pas l'État qui joue à un jeu dangereux. C'est le Français moyen qui joue à un jeu dangereux. Laisser son argent dans les banques. Maintenant, quand tu veux retirer 1000 €, on te pose 1 milliard de questions. Toutes ces alertes, et tu as encore des gens qui jouent à un jeu dangereux. Pensez une seule seconde qu'ils ne viendront pas chercher votre argent, qu'il soit dans l'immobilier ou bien dans votre compte bancaire. Et le pire, c'est que les gens ne savent absolument pas que lorsque tu mets de l'argent dans un compte bancaire, ce n'est plus ton argent. Tu fais une reconnaissance de dette. Non, c'est l'État, c'est la banque qui entre guillemets, reconnaît qu'il te doit une dette, mais de manière officieuse. Punaise. Mais heureusement, ce dernier possède lui aussi des économies en cas de coup dur. Ou du moins, c'est ce qu'il prétend. Alors restez bien devant vos écrans. Car au moment où vous voyez cette vidéo, l'Europe et le monde discutent de l'avenir. Sarkozy a commencé à vendre des stocks d'or. Emmanuel Macron est en train de vendre de l'eau. De l'eau aux bédouins de la péninsule arabique. Ah, finesse. Les Qataris, plus le temps passe et plus ils achètent ils achètent du patrimoine français. Quand je parle de patrimoine français, je parle de châteaux, de choses comme ça. Et il y a encore des gens qui laissent leur avenir, leurs actifs immobiliers, argent, tout en France. Parce qu'au nom de la patrie, tu vas voir à quel point l'État se sent patriote vis-à-vis de ton futur et de ta situation économique. Et de ton épargne. De notre pays et par conséquent de votre avenir à vous aussi. Monsieur Fitch et Madame Moody's, enfin les agences de notation Fitch et Moody's, vont effectivement actualiser leurs notes de la dette française. Oui, la France croule sous les dettes et doit aujourd'hui les rembourser. Et la question que tout le monde se pose, c'est va-t-elle se débrouiller toute seule ou bien va-t-elle mettre votre portefeuille à contribution ? Et là, je vais faire juste une petite remarque. Il faut souvent faire attention, les amis, avec les personnes que vous écoutez sur les plateaux de télévision, à la radio ou bien sur YouTube. Ces personnes qui vous expliquent que la France va mal.
mais qui, dans le fond, ne finissent pas le travail en vous conseillant de faire certaines choses. Comprenez que ces personnes qui vous expliquent que la France va mal, eux, ils sont déjà passés à l'action et ont déjà protégé leur argent. Il y a très peu de personnes assez honnêtes pour vous dire qu'ils sont passés à l'action. Olivier Delamarche, par exemple, qui est un économiste qui alerte sur la situation de France, le dit dans tous ses podcasts. J'ai déjà vendu tout mon immobilier, j'ai enlevé tout mon argent de France. Marc Toiti, on ne sait pas, il ne dit rien. André Berkoff, on ne sait pas, il ne dit rien. Charles Gave, lui, par exemple, il en parle. Très peu de personnes en parlent. Emmanuel Macron, qui vous sourit, qui fait la personne éloquente, vous pouvez être sûr que cette personne a déjà protégé son argent. Toutes ces personnes qui comprennent exactement ce qui se passe en France ont déjà protégé leur argent. Les riches sont déjà partis. Et les autres riches qui sont encore en France le sont pour l'unique et seule raison qu'ils ont encore des intérêts en France. Les intérêts en France, comme par exemple les médias, être proche du pouvoir, être proche de la Banque Centrale Européenne lorsqu'on fera encore tourner la planche à billets. Donc, quand vous regardez des vidéos d'économie, quand vous regardez des vidéos qui vous alertent de situations assez catastrophiques comme cette vidéo que je suis en train de, comme cette vidéo auquel je réagis, et que d'ailleurs après vous allez dans les commentaires dire que il faut vraiment à tout prix qu'on arrête ce gouvernement et je ne sais quoi, c'est qui le on? Ce système, ce grand léviathan, on l'arrête pas comme ça aussi facilement. Donc faites attention. Commentez, c'est bien. Mais passer à l'action, c'est encore plus important. Les Français sont depuis toujours des gens prévoyants. La pierre, l'or, le livret A, on aime épargner en France. Quand on le peut. Car oui, c'est devenu un petit exploit. Entre la hausse du prix de l'alimentation, de l'essence, de l'énergie, certains se demandent comment font-ils pour encore avoir de quoi mettre de côté. Car pour beaucoup de Français, c'est simple, ils ne le font plus. Ou du moins, plus de la même manière. Je dirais qu'il y a un phénomène de tradition et puis d'anxiété française que les derniers événements, évidemment, accentuent. Si l'on regarde les chiffres dans leur ensemble, l'épargne française est au plus haut. Mais cette statistique est en réalité trompeuse, car elle ne tient pas compte d'une chose essentielle, la fracture sociale. Pour schématiser, chaque année, il y a de plus en plus de riches, mais aussi de plus en plus de pauvres. Et là, j'ai beaucoup vu le mot livret A. S'il vous plaît, les amis, comprenez une chose. Les boomers, les personnes de plus de 45 ans, elles sont encore naïves parce qu'elles ont grandi. Ces personnes, lorsqu'elles étaient jeunes, la situation n'était pas aussi catastrophique. Donc, elles ont encore ce sentiment d'espoir, cette naïveté d'espoir, parce qu'elles ont grandi dans une France qui, allez, elle est encore un tout petit peu bien. On va dire surtout les boomers, parce que même les gens de 45 ans, c'était déjà mort. Les gens, s'il y a des personnes de 30 ans ou de moins de 30 ans comme moi, comprenez que là, la situation est vraiment compliquée. Et que ces personnes de plus de 60 ans, les boomers, pour la plupart, ils ne savent même pas ce qu'est un livret A. Tu vois, leur banquier les conseille d'avoir un livret A avec un certain taux d'intérêt à la clé, un taux d'intérêt qui est énormément bas vis-à-vis de l'inflation. Ces boomers, eux, vu qu'ils ont grandi dans une France qui allait encore, une France qui vacillait déjà, mais ça allait, eh bien, ils ont eu, comment dire ça, cette naïveté de ne pas regarder ce qui se passait autour d'eux, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cette intelligence de regarder ce qu'est un livret A, de quoi est constitué un livret A, qu'est-ce qu'il y a bon du trésor français, parce qu'ils faisaient confiance à un système. Vous qui avez 30 ans ou moins de 40 ans, on va dire, là, la situation de France, elle est vraiment alarmante. Donc, ne soyez pas naïfs comme ces boomers. Comprenez l'environnement qui vous entoure. Et moi, et quand je dis ça, c'est parce que je suis ébahi par le manque de connaissances sur ce qu'est un livret A des Français. Un livret A, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du livret A des bons du Trésor français? Donc, c'est-à-dire un truc qui est vraiment fait pour détruire la valeur de votre argent. Il y a des ETF sur des trucs, des ETF sur le réarmement ou bien le financement de la guerre française. Il y a plein de produits zombies qui ne servent plus à rien, qu'on vous bourre comme ça dans un livret A, et très peu de personnes ont l'intelligence de regarder ce livret A et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et on a le même problème aussi avec l'immobilier.
Très peu de personnes se disent qu'est-ce qui se passe avec l'immobilier, est-ce qu'il faut que j'achète l'immobilier, est-ce qu'il faut que je vende mon immobilier? La situation de France est compliquée, est-ce que je devrais peut-être pas le vendre? Non. Il y a des personnes qui croient encore naïvement que tout va bien se passer et que un Messie va arriver comme De Gaulle et qui va changer les choses. Ne soyez pas naïfs comme ces personnes. Ces personnes qui pensent que on peut encore sauver la France parce qu'ils ont grandi dans une France qui allait encore un tout petit peu bien, encore un tout petit peu bien. Ne soyez pas comme ces personnes. Parce que là, la situation est ultra critique. Donc, mettez en place ces actions avant que ça ne capote. Bien avant que ça ne capote. Et là, par exemple, les Français adorent épargner. Ne soyez pas comme ces Français qui adorent épargner. Parce que l'argent n'a plus aucune valeur. Ces politiques dévaluent sans arrêt la monnaie. Planche à billets, il faut tourner la planche à billets. Ils impriment de la monnaie. L'inflation, elle explose. Ils trafiquent les chiffres de l'inflation. Ils trafiquent les chiffres du chômage. Donc, comment pouvez-vous avoir derrière ensuite l'initiative d'économiser, de laisser votre argent stocké quelque part? Ce monde où la monnaie avait de la valeur, où on respectait encore la monnaie, est terminé depuis belle lurette. Donc ne soyez pas comme ces Français qui, eux, sont encore assez naïfs pour le faire. Le Français a peur d'épargner. L'argent qui a peur, c'est de l'argent qui ne se développe pas. On ne fait pas de l'argent avec de la peur. On ne s'enrichit jamais dans la peur. Donc il faut apprendre. Moi, je l'ai dit dans une vidéo. Tu sais, souvent, la vie, c'est juste 10 personnes derrière qui s'enfuient, hein, parce qu'il y a un loup derrière les pourchasses, et que dans cette situation, il faut juste être le 9e de ces 10 personnes qui s'enfuient. La 10e personne étant bouffée par le loup. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut toujours avoir un esprit critique, toujours avoir un sens de la survie. Il faut toujours essayer d'apprendre des choses, peu importe son âge, et ensuite implémenter ces choses. Apprendre sur les marchés financiers, apprendre à investir son argent, apprendre à épargner son argent, apprendre à s'occuper de son argent, c'est pas si compliqué que ça. Ne soyez pas comme cette grande majorité des Français qui, eux, je ne sais pas pourquoi, ont cette croyance fondamentale que les marchés c'est pas bien, les marchés financiers c'est pas bien, l'épargne c'est compliqué, savoir investir son argent c'est compliqué. Ne soyez pas comme ces Français. En témoigne le nombre record de millionnaires dans l'Hexagone, mais aussi celui du nombre de personnes touchant le SMIC. Et au milieu se trouve comme prise au piège la classe moyenne. Arrive alors la situation suivante. Une part de la population épargne beaucoup et l'autre presque pas, voire pas du tout. Une fois que les factures sont payées, donc au 10 du mois, il ne reste plus beaucoup d'argent sur le compte en banque de la moitié des Français. Et tu vois, ce qu'il vient de dire ces journalistes, c'est carrément quelque chose d'important. Moi, je suis désolé pour la classe moyenne, mais si vous êtes dans la merde, c'est votre faute. Vous vivez dans un monde où il existe l'Internet. Avec l'Internet, tu peux lancer un petit business et gagner 2 000 € par mois, avoir un complément de revenu pour tenir durant le mois. Et vous allez après appeler André Berkoff, vous allez appeler Cyril Hanouna, appeler Marc Toiti pour dire « Je n'arrive plus, je ne sais plus quoi faire. Ils m'ont abandonné. Ils s'en foutent de moi, Macron, il s'en fout, il ne veut pas nous aider. Ils nous ont trahis. » Mais tu crois que ces gens sont arrivés sur Terre pour vous aider? Tu crois à ce narratif de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je vais venir sauver les Français? Il n'y a que toi qui peux te sauver, que toi. Et là, on vit dans un monde où on peut faire de l'argent facilement sur Internet et juste gagner 2 000 € par mois. Donc, c'est ce genre de truc où on a des journalistes qui expliquent que les Français se plaignent parce que après le 15 du mois, ils n'ont plus rien. C'est votre faute. Et c'est votre problème. Et ces économistes qui vous disent « Oui, c'est vrai que les politiques vous ont trahi, c'est honteux parce qu'après le 15 du mois, vous n'avez plus rien. » Oui, ils vous consolent. Mais demain, quand vous rêverez, votre situation n'aura pas changé. Elle n'aura pas changé, votre situation. Donc, qu'est-ce que vous faites pour changer cette situation? Vous continuez d'appeler dans les plateaux de télévision, les plateaux et les studios de radio? C'est ce que vous faites? Si étrange que ça en ait l'air, avoir des Français qui ne mettent rien de côté, ça en arrangerait plus d'un. Ce qui qualifie votre épargne de potentiel non exploité. Car oui, certains le laissent volontiers entendre, la hausse du prix de la vie serait carrément voulue par l'État. Tout ceci serait une manière de forcer les Français à piocher dans leurs économies et donc d'aider à éponger la dette. C'est faux.
Plus vous laissez votre argent dans les banques, plus la banque, elle s'enrichit parce que elle a cette possibilité de réinvestir cet argent dans les marchés financiers, de s'en mettre plein les poches jusqu'à ce que vous veniez retirer votre argent. Non, ça ne dérange absolument pas. Il faut de l'épargne pour d'ailleurs après mettre en place des investissements et faire de l'argent. Donc laissez votre argent dans les banques, hein. Elles s'en foutent, elles font de l'argent avec. Hein. Donc non, c'est pas que l'État ne s'amuse pas à dévaluer la monnaie, c'est que l'État fait véritablement n'importe quoi avec cela parce qu'il y a un sentiment d'impunité, surtout en France. Je fais des conneries, mais il n'y a personne qui viendra m'arrêter. Donc pourquoi ne pas continuer mes conneries ? Et d'ailleurs, après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a cette incompétence qui fait que la monnaie, ça va mal, l'économie va mal, la dette s'alourdit, et après, tout le monde est dans la merde. Mais l'État, lui, non. L'État, il ne s'est pas levé un matin en disant « je vais faire en sorte de détruire la monnaie pour que les Français soient dans la merde ». C'est qu'il y a vraiment un sentiment d'impunité. Je ne dirais pas d'incompétence, d'impunité, parce que ces gens savent exactement ce qu'ils font. D'impunité dans le sens vraiment où ils voient pertinemment qu'il y a des avantages et qu'on fasse des erreurs ou non, on sera toujours payé, on aura toujours notre retraite de ministre, de député ou de président. Demain, mettez en place, changez l'administration française, mettez le même type d'administration qu'on peut retrouver chez les Nordiques, comme les Finlandais, vous avez des élus, des représentants du peuple qui, eux, prennent le bus. Implémenter cela en France et vous allez voir à quel point la dette va changer en France. Parce que la France reste un pays extraordinaire. Vous voyez, par exemple, Dubaï ne sera jamais un top tier pays dans le monde. Pour l'unique et simple raison que les Qataris qui naissent n'ont pas... c'est un truc d'ADN. Les Qataris qui naissent, ou bien les Dubaïotes qui naissent, les Émirats arabes unis qui naissent, n'auront jamais ce potentiel intellectuel que ont certains peuples comme le peuple français. C'est pour cette raison que moi je pense que Dubaï ne sera jamais un top tier pays vis-à-vis d'un pays comme la France. Donc derrière, en disant cela, arranger l'administration, couper tous les avantages de l'administration française, vous allez voir à quel point le génie français va vite corriger le tir. Très vite. Instantanément. Parce que la France, elle a cette capacité à faire, à mettre au monde des personnes qui peuvent faire des choses et savent faire des choses. C'est à travers cela que si derrière vous coupez ce train de luxe à ces administrations, vous allez voir à quel point les gens vont vite se bouger en France parce que la France a plein de cerveaux et que les choses vont s'arranger. Laissez-nous vous expliquer. Quand un peuple élit un gouvernement, il lui confie 2 missions principales. Établir et faire respecter la loi, mais surtout gérer du mieux possible l'argent du pays. Ce afin de construire des hôpitaux, aménager son territoire, entretenir une armée, bref, des choses bien utiles pour dormir sur ses 2 oreilles le soir. Sauf que l'argent magique, ça n'existe pas. Je vous le dis ici avec beaucoup de clarté. Il n'y a pas d'argent magique. Pour dégager des fonds, un gouvernement est alors obligé de taxer sa population. Taxer, c'est par exemple prendre une part sur le chiffre d'affaires des sociétés et des indépendants. C'est aussi prendre un pourcentage sur la paye des salariés. Pourcentage qui ne cesse d'ailleurs jamais de grimper. Et encore, tout ça, c'est sans parler des taxes sur l'immobilier, sur les PEA, les crypto-monnaies, avec même l'ISF qui fait son grand retour. En fait, c'est mieux que ça, il n'a jamais disparu. Il a simplement changé de nom. Bref, que vous soyez pour ou contre ce genre d'impôt, la moindre des choses serait au moins d'être transparent sur le sujet. Car tout ce flou politique et juridique est vécu comme une injustice par nos compatriotes. Et quels que soient leurs revenus, ils en viennent parfois à penser qu'on les empêche de gagner davantage. Il faut dire que la France possède près de 500 taxes et impôts en tout genre, même 1000 selon un sénateur qui jure avoir épluché chaque texte de loi. Oui, c'est un vrai bazar, et dans ce domaine, sans surprise, nous sommes les meilleurs. Ça veut dire que sur 100 € de richesse produite, eh bien l'État va quand même vous prendre 46 € et 10 centimes, personne ne fait mieux. À l'écoute de ces chiffres, quelque chose paraît... Alors c'est pas 46 €, c'est 75 €, hein, parce que monsieur a oublié la TVA. Très clair. Cette forte imposition semble être la bouée de sauvetage d'un État qui maintient sa tête hors de l'eau. Le problème, c'est que le niveau monte toujours. Pour preuve, notre dette exponentielle, depuis l'après-guerre, qui culmine, à l'heure où l'on se parle, à plus de 3000 milliards d'euros. Car
Il a dit après-guerre, on rappellera quand même comment est né l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu qui est la deuxième source d'approvisionnement de l'État, après la TVA. L'impôt sur le revenu, en 1914. Quand une poignée d'hommes ont décidé tout simplement d'envoyer au casse-pipe des enfants de leurs concitoyens. Écoutez, on va aller faire la guerre, on a besoin, au nom de la patrie, on a besoin que nous prélevons un peu de vos impôts pour que nous puissions faire tourner la machine de guerre et que nous puissions protéger les frontières de la France. Les impôts sur le revenu sont tous nés au travers de guerres que potentiellement des Français n'ont pas voulu que ça se fasse. Aux États-Unis, guerre de sécession. En Angleterre, contre Napoléon. Première guerre mondiale, l'impôt sur le revenu français. Vous payez des guerres avec vos impôts sur le revenu. Et ça, ils ne se gênent pas. Et c'est plus suffisant, visiblement, aujourd'hui. Parce que maintenant, même s'il y a l'impôt sur le revenu, vu que c'est plus suffisant, on fait tourner la planche à billets. Et on continue, comme ce qu'ils viennent de l'expliquer, de mettre plein de petites taxes. Plein de petites taxes. Car pour ne pas couler, l'État emprunte toujours plus. Ainsi, ceux qui doivent une nouvelle fois écoper le navire, c'est vous. Et bien que le gouvernement affirme régulièrement que les impôts n'augmenteront pas... Les impôts n'augmenteront pas, ça n'est pas la bonne solution. De nombreux spécialistes pensent que sans une telle mesure, le pays courrait droit à la catastrophe. Alors qui croire ? Car quand il s'agit de trouver de l'argent, les politiques ne manquent pas d'imagination. D'autant qu'en la matière, l'Hexagone est précurseur. Vous connaissez forcément la TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée. Cocorico, c'est une idée 100% française. Pas mal, non? Créée en 1954 par Maurice Lauré, la TVA a été adoptée depuis dans plus de 150 pays. Et puis, tant qu'on en parle, sachez qu'elle risque d'augmenter d'ici peu, ce qui, selon certains économistes, serait une erreur monumentale. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, dans tous les cas... Alors, ce qu'on en pense, les amis, je vais vous le dire. Ils savent pertinemment, c'est pas si facile, c'est pas si difficile que ça de corriger cette situation. Sortir ou pas de l'euro, de l'Europe, récupérer la monnaie, le franc français et tout ça, peu importe, c'est pas si compliqué que ça. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont plein d'avantages derrière. Un exemple simple et basique. Comprenez qu'avant l'euro, un fonctionnaire de la haute administration française pouvait potentiellement gagner 1000 euros, équivalent en francs français. Juste avec l'euro, il est payé en Deutschmark. Donc là, avec l'euro, il est payé 7000 euros. Et en plus d'être payé 7000 euros, il a des avantages à vie. À vie. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient de continuer avec ce train de vie si luxueux pendant que l'essence coûte cher? Eux, l'essence, ils ne la payent pas. Ils ne le payent pas. Une essence, ils ne la payent pas. Un essence, ils ne la... Putain, je suis fatigué, excusez-moi. Ils ne payent pas l'essence. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner comme ça. Ils ne veulent pas arranger la situation. Ils ne veulent pas arranger la situation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Allez-vous continuer d'écrire en commentaire sur YouTube que c'est intolérable ? Ou bien allez-vous véritablement mettre en place des actions pour essayer de vous éloigner de toute cette situation qui ne fera que s'aggraver, c'est-à-dire continuer d'aller piocher dans votre épargne pour que leur train de vie continue. Avec l'augmentation du coût global de la vie, c'est comme si elle avait déjà augmenté. D'où la réticence de nos compatriotes à croire toutes les belles promesses qu'on peut leur faire. Oui, le pays a besoin d'argent et vite. Car la France fait sans conteste figure de mauvais élève de l'Europe en matière de gestion économique. D'ailleurs, le professeur a décidé de lui taper sur les doigts. Merci, monsieur le professeur. Non mais si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Et oui, on l'évoquait en introduction, le FMI, ou Fonds monétaire international, va très prochainement statuer sur le sort de la France. La sanction qu'encourt notre pays, une mauvaise note, littéralement. Ce qui ne serait d'ailleurs pas une première. Pour résumer,
sachez que le FMI décide de la notation financière d'un pays, de ses pénalités, ses capacités d'emprunt ou ses modalités de remboursement. Traduction, d'ici peu, vous risquez fort de devoir faire comme le gouvernement, vous serrez la ceinture encore un peu plus. Et là, on en revient à ce que je viens de dire. Il y a des économistes qui, au moment de l'avènement de l'euro, ont dit le lendemain matin que cela ne peut pas tenir. Que les seuls pays qui en profiteront sont les pays qui ont une économie de l'exportation optimisée, que ce soit sur du service ou du produit. Le service comme le Luxembourg, le produit comme l'Allemagne. Et du coup, tu as les pays nordiques, la Hollande, le Luxembourg et l'Allemagne qui, eux, ont toujours un triple A. L'économie française comme l'économie italienne comme l'économie espagnole ne sont absolument pas adaptées à l'euro. Tu as des économistes qui, au lendemain de l'annonce de l'euro, l'ont dit. Tu as des économistes qui ont publié des livres et qui, derrière, la maison d'édition a reçu des instructions de la haute administration française et la haute fonction française, comme quoi il n'était plus question que cette maison d'édition continue de publier des livres de certains auteurs économistes. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ces gens le savent. Ils savent que l'euro est un problème. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous écoutez, c'est quoi, Glucksmann, Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, Bardella? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous écoutez? Au nom de l'Europe, il ne parle même plus de la France. Il parle de l'Europe. Au nom de l'Europe, parce qu'il faut une Europe forte. Au nom de l'Europe, parce qu'il faut une Europe forte. Donc, non, ne vous inquiétez pas, ils sont au courant que l'euro est un cancer pour la France. Ils sont au courant, ils savent pertinemment où se situe le problème. Mais ces gens ne travaillent pas pour vous. Ces gens travaillent pour eux-mêmes et pour cette caste capitaliste, mondialiste. Fini l'abondance. Enfin, pas de quoi non plus l'empêcher de redécorer sa cave avec 11 000 nouvelles bouteilles de champagne. Alors, t'as le champagne frais? Pourtant, si l'on regarde hors de nos frontières, certains pays s'en sortent bien mieux. En Europe, les pays du Sud voient leur dette réduire d'année en année. La Grèce retrouve des couleurs, l'Espagne aussi. Et que dire du Portugal, qui a vu sa dette baisser de presque 20 points, évidemment. Tu vois, l'Espagne, c'est bien parce que l'Espagne a commencé à apprendre à dire non. Mais le problème aussi qu'on pourrait parler à ce niveau-là, qu'on pourrait aussi expliquer, qu'on pourrait voir, c'est que par exemple, quand il parle de l'Europe du Sud, comme l'Italie, c'est que ces pays, l'Espagne, l'Italie, ces pays détiennent encore leurs dettes. Ils détiennent encore leurs dettes. C'est-à-dire qu'ils détiennent encore leurs dettes, c'est-à-dire les citoyens du pays. Nous, en France, la dette est détenue par les étrangers. Et c'est le problème de la France. C'est que le monde entier sait pertinemment que la France est dirigée par une caste qui n'aime pas son pays et qui est prête à vendre son pays. Et c'est exactement pour cela que le monde entier est ébahi par ce qui se passe en France. Parce que pour 1% de ce qu'a fait Macron avec les fleurons industriels et la vente de ces fleurons industriels comme Alstom, que la situation de EDF, pour 1% que ce qu'a fait Macron, ou bien le mari de Pécresse, qui a un patrimoine de 10 millions, ce business de la transaction, pour 1% que ce que ces gens ont fait, ils seraient en prison le lendemain en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, en Russie, en Turquie, en Arabie Saoudite. Ils seront en prison partout pour haute trahison. Déjà, tu as vu ce qui se passe avec les États-Unis d'Amérique. Tu as Edward Snowden, qui est un ancien membre de la NSA, qui a annoncé au monde entier que les États-Unis espionnaient tout le monde. Les États-Unis sont allés le traquer pour haute trahison. Tu as Julian Assange, qui finalement est sorti de prison, mais qui derrière doit négocier avec l'État français. Il n'est même pas américain, qu'il est condamné par les États-Unis d'Amérique pour haute trahison. Et d'ailleurs, ensuite, tu as le Patriot Act, le Free Patriot Act, que les États-Unis ont mis en place, comme quoi, si tu pouvais faire ce que Edward Snowden a fait, c'est-à-dire annoncer aux yeux du monde certains
certaines actions de l'État américain, ce serait considéré comme de la haute trahison et que l'État américain pouvait intervenir. Tu as tous ces pays qui, pour 1% de ce que fait Macron en France, auraient condamné le mec du jour au lendemain. Et c'est le problème de la France, c'est que le monde entier est ébahi par cette situation. Ils sont tous ébahis par la situation française. Ils regardent la France et se disent, mais c'est incroyable, ce pays est dirigé par les gens qui n'aiment pas leur propre pays. Il y a la trahison envers la patrie, et il y a c'est-à-dire les trahisons en interne, c'est-à-dire qu'on a certains différents dans le pays, et puis tu as la haute trahison vis-à-vis de l'extérieur. Exemple, les États-Unis. Les États-Unis, à l'intérieur du pays, ils ont des problèmes avec les démocrates, les républicains, mais les États-Unis, c'est pas grave. Parce que quand il s'agit de ce qui se passe hors des États-Unis, c'est le même mouvement politique. En France, non. En France, on a des problèmes en interne, et à l'extérieur, on a aussi des problèmes. C'est le problème de la France, c'est le destin tragique de la France. Évidemment, effacer sa dette n'est pas synonyme d'effacer tous ses problèmes. Mais ces pays sont la preuve qu'il est possible de s'en sortir. Mais la France a toujours été un cas à part, pour le meilleur comme pour le pire. Et à l'heure où tous nos voyants sont au rouge, ceux à qui on en demande déjà beaucoup commencent à penser qu'on ne sortira jamais de cette crise. Car malgré les efforts déjà fournis et une épargne qui, pour certains, fond comme neige au soleil, il est fort probable qu'on vous en demande bientôt encore plus. Alors, les Français de la classe moyenne sont-ils condamnés à rester dans la moyenne? C'est une situation que beaucoup redoutent. Moi, je réponds à la question automatiquement en disant que vous pouvez vous en sortir si vous prenez votre vie en main. Les Français moyens sont-ils condamnés à rester dans la moyenne? Non, si vous décidez de prendre votre vie en main. Malgré toute cette situation qui se passe en France, la France reste encore un pays développé. C'est-à-dire un pays où si tu décides de changer ta vie, tu peux encore réussir à corriger ta vie. Moi, j'ai réussi à le faire. Donc si tu es dans la classe moyenne et que tu galères, arrête d'appeler Marc Toiti, arrête d'appeler Cyril Hanouna, arrête d'appeler André Berkoff, arrête d'appeler ces gens sur Sud Radio, à la télévision, à la radio. Regarde des vidéos sur Internet sur comment gagner un peu plus d'argent, sur comment je peux essayer d'apprendre de nouvelles choses, notamment monétaires, financières, pour améliorer ma situation économique et sortir de ce cercle, de ce piège qu'est la classe moyenne française financière. Donc oui, tu peux encore changer ta vie si tu es dans la classe moyenne. Si tu décides enfin d'apprendre, peu importe ton âge. L'Internet est un outil qui a changé le monde. Stagner dans la vie et devenir ni plus ni moins ce que certains appellent une vache à lait. Payer ses factures et se retrouver avec un reste à vivre, qui ressemble davantage à un reste à survivre. Car de nos jours, les augmentations se font rares, sauf celle du coût de la vie. Alors pour résoudre l'équation, si on ne peut pas gagner plus, il faut au minimum moins dépenser. Or, ce qui coûte le plus cher, c'est justement ce dont on ne peut pas se passer. Son loyer, ses remboursements de crédit, l'essence. Bref, pour économiser comme ils le peuvent, bon nombre de Français finissent par se priver. De vacances dans le meilleur des cas, de nourriture dans le pire. Avec pour preuve la moitié de la population qui saute régulièrement un repas. On travaille mais on est pauvre en fait. On travaille à deux mais on est pauvre. Hors caméra, d'autres clients nous ont même confié attendre le départ des commerçants pour ramasser les invendus. Économiser quelques euros par-ci par-là pour ne pas se mettre dans le rouge, une pratique qui se répand, malheureusement. D'ailleurs, même l'État s'y met, bien forcé par les événements. Seulement, on ne parle plus ici de piécettes, mais de milliards. Car cette année, il souhaite réduire ses dépenses de 10 milliards d'euros. Ça fait 40 ans. Depuis Giscard d'Estaing, c'est Giscard d'Estaing, ça a commencé à ce niveau-là. Il a commencé avec son discours de mondialiste, la France doit être une France libérale, hein, plus une France qui a un dispositif collectif, mais plutôt un dispositif ultra-libéral. La France se doit d'être mondialiste. Ça a commencé avec Giscard d'Estaing et la catastrophe a commencé à accélérer avec Mitterrand pour ensuite continuer. Là, ce que je voulais dire, c'est quoi? Attendez. Voir, car cette année, il souhaite... Voilà, les économies. Ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est quoi? Ça fait plus de 40 ans qu'ils vous parlent qu'ils vont faire des économies.
N'avez-vous pas vu les discours de ces présidents lorsqu'ils essaient de se faire élire durant les élections présidentielles ? C'est intolérable. Il faut qu'on réduise la dette. Mon plan principal sera de réduire la dette. Hollande, Macron, Sarkozy, Jacques Chirac qui a été élu sur la diminution des impôts. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils vous parlent de la réduction de la dette. Mais bizarrement, ce qui se passe, c'est qu'ils ne se gênent pas pour emprunter. Quand est-ce que vous allez comprendre que ces gens ne seront pas là pour vous sauver ? Quand est-ce que vous allez comprendre que ces gens ne travaillent pas pour vous ? Et qui travaillent pour une certaine classe sociale, l'ultra-classe, tout en haut de la pyramide. Quand est-ce que vous allez le comprendre ? Nous sommes pauvres, on travaille toute la journée, ça ne sert à rien. Qui t'a dit que le travail dur, que travailler 90 heures par semaine, c'était ce qui allait te rendre riche ? Qui t'a dit que travailler dur te garantissait richesse ? Souhaite réduire ses dépenses de 10 milliards d'euros, voire 20, selon les sources. Et si on évoquait plutôt la possible hausse des impôts, il s'avère qu'un séisme encore plus grand se profile. Zoomons ensemble sur le budget de l'État. Sur 1000 euros de dépenses, avec l'argent public, 262 partent dans les retraites. Et ce n'est pas tout. 110 euros en chômage, CAF et APL, 195 en remboursement de soins. Au total, 60% des dépenses publiques de l'État sont destinées à entretenir notre modèle de répartition sociale. Pas loin de 900 milliards par an. On comprend alors pourquoi le remodeler pourrait bien devenir une priorité du gouvernement. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'il a déjà fait avec l'allongement du départ à la retraite ? Aussi, sur le fondement de l'article 40... Les amis, je sais même pas qui regarde mes vidéos honnêtement. Parce que j'ai posté ces vidéos sur mes deux chaînes, on va voir un peu comment ça va réagir. S'il y a des personnes âgées qui me regardent, retraite 61, 62, 63, 64, 58, 57, 59, 55 et j'en passe, vous ne serez jamais payé. Alors oui, ça fait mal parce que vous avez travaillé toute votre vie et que vous avez cru au narratif comme quoi, voilà, l'État régalien fonctionnait, que vous aurez votre retraite, et j'en passe. Je suis désolé, ça fait dur à entendre, mais vous ne serez pas payé parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs pour pouvoir vous payer. Il n'y en a pas assez. Je pense qu'il y a 1,2 ou 1,1 travailleurs pour un retraité. Ce n'est pas assez. Donc je suis désolé, mais la vérité, il faut l'entendre. Il faut l'entendre et la digérer et accepter que je ne serai pas payé. Et une fois que tu acceptes que tu ne seras pas payé, eh bien c'est plus facile à comprendre derrière, c'est plus facile à accepter les choses et à faire face au déni et à comprendre qu'il faut que je trouve une solution. Gagner de l'argent. Même si j'ai 60 ans, c'est pas grave. 60 ans de nos jours, tu peux encore bien vivre, bien marcher, bien parler et conduire une voiture sans aucune difficulté. Donc, en d'autres termes, tu peux encore trouver la force d'apprendre des choses sur Internet et de gagner de l'argent et de te faire un complément de revenu. Le jour où vous arrêtez d'apprendre dans votre vie, c'est le jour où vous signez votre arrêt de mort, peu importe votre âge. Vous avez 60 ans, vous acceptez que la retraite ne vous sera pas payée, c'est pas grave. Allez sur Internet, apprenez comment gagner un peu d'argent et ayez des compléments de revenus. Parce que je vois malheureusement des personnes qui décident de partir au Maroc. Est-ce que ça résout vraiment la question ? La question du problème. Là, je commence à être fatigué. En tout cas, 9, alinéa 3 de la Constitution. Et puis pour finir avec cette grille de dépenses, on constate que certains secteurs, pourtant prioritaires, sont délaissés. L'exemple le plus criant, la justice. Justice qui se contente de 4 € sur les 1000 dépensés. Un scandale, selon les professions concernées, mais aussi pour les Français, en général, qui réclament plus de fermeté en matière de sécurité. Il faut dire que l'actualité ne manque malheureusement pas de tristes exemples qui semblent leur donner raison. Et si nos compatriotes ne souhaitent pas pour autant chambouler notre modèle social du tout au tout, ils voudraient au moins que quelques ajustements soient opérés. Quand dans le même temps, en France, la police ne peut pas venir vous secourir par manque de matériel et que même l'hôpital admet ne plus pouvoir sauver tout le monde. C'est peut-être de là que vient la défiance du peuple vis-à-vis de nos élites. Et donc là, j'ai un choix horrible. Est-ce que je mets un jeune de 19 ans qui a hyper mal à cause de sa drépanocytose dans un lit, ou est-ce que je mets un monsieur de 81 ans qui a un AVC
et pour lequel il n'y a pas de place en euros. Car à l'heure où le service public semble s'écrouler, les Français ont parfois l'impression que les politiques font n'importe quoi avec les milliards du pays. Mais cela peut, entre guillemets, s'expliquer. Car si le pays repose en partie sur vous, il s'appuie aussi sur l'extérieur. En effet, la France doit de l'argent, beaucoup d'argent. Ce qui pose ici un problème, car lorsqu'on prête à un État, une banque ou un fonds d'investissement, il devient difficile de répondre non lorsque ce dernier nous demande un petit service, même si ce service consiste à aller contre la volonté des vôtres. Et selon certains, c'est bel et bien ceux à qui on doit de l'argent qui souhaitent malmener notre système social, afin d'être sûr que de l'argent sera trouvé pour les rembourser. Le problème, c'est que la majorité des Français ont cette drôle d'impression, devoir assumer des erreurs qu'ils n'ont pas commises. Forcément, la méfiance est de... Vous savez que Nicolas Sarkozy a une fortune de 14 millions d'euros ? Il les a fait comment, ces 14 millions d'euros ? À quel moment il a eu le temps de travailler ? À quel moment il a eu le temps de bâtir toute cette richesse ? Il vous fait des gros sourires. À quel moment ? Vous savez ce que je disais en début de vidéo, les Français qui ne veulent pas en apprendre sur comment investir son argent, générer son épargne et en apprendre sur les marchés financiers ? Ces personnes savent le faire, Alain. Vous savez, les Américains, ils le font. Hein. Les Américains, ils investissent dans l'immobilier, mais ils investissent aussi dans les marchés financiers. Et vous allez sur Twitter, vous allez voir les Américains qui vous disent pertinemment, parce qu'ils le voient, qu'il y a des élus américains qui sont arrivés au pouvoir avec 0 € et 10 ans plus tard, ils ont 200 millions d'euros. Parce que ces personnes, hein, ils faisaient du délit d'initié, c'est-à-dire qu'ils avaient l'information avant les autres et puis ils mettaient leurs billes et du coup faisaient des coups de poker. Vous pensez que les élites françaises ne feront pas ça ? Bah, ils le font, bien évidemment. Et pour eux, c'est encore plus facile parce que les Français ne connaissent absolument rien des marchés financiers. Expliquez-moi comment Nicolas Sarkozy a une fortune de 14 millions. À quel moment il a eu le temps de bâtir tout cet argent ? À quel moment ? Il a quitté le pouvoir en 2012. Donc en 12 ans, un génie. Il a fait 14 millions d'euros ? Parce que Nicolas Sarkozy, la conférence, c'est 100 000 €. Donc il en a fait combien de conférences ? Et puis les livres, en France, on n'a pas le pouvoir des Américains. Barack Obama, lui, quand il vend ses livres, oui, il signe des contrats à 30 millions d'euros. En France, on n'a pas ce pouvoir parce que la France, c'est tout simplement un pays plus petit. Rendez-vous compte quand même que Emmanuel Macron, lors des présidentielles, lorsqu'il faut annoncer aux yeux du public, partager aux yeux du public son patrimoine, Emmanuel Macron est, bizarrement, sur les 2 élections présidentielles, était le candidat le plus pauvre. Bon, plus pauvre juste avant Philippe Poutou. Quand même moins riche que Nathalie Arthaud, qui est de la classe ouvrière. Ou des travailleurs, je ne sais quoi. Emmanuel Macron qui a fréquenté les riches. Rothschild. C'est un young leaders. Donc ne doutez pas une seule seconde que ce mec ne doutez pas une seule seconde que ce mec oh là là, excuse-moi, je parle en français. Ne doutez pas une seule seconde que ce mec n'en sache point sur ce qu'est investir son argent dans les marchés financiers, sur comment fonctionne la banque, l'épargne et j'en passe. C'est juste que ce mec, il sait pertinemment, il sait correctement comment bien cacher son argent. Donc, quand je dis ça, c'est parce que là, on vient de voir Nicolas Sarkozy qui rigole. Je sais juste encore une fois de plus vous expliquer que ces gens ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour eux et les personnes qui les ont mis au pouvoir. De mise. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'on nous cache des choses. Rappelez-vous, le scandale des autoroutes. Pour vous, David Lisnard, ce contrat qui nous lie aux sociétés d'autoroutes est basé sur un vice de construction. Car oui, les Français ont financé leur construction avant de les voir privatisées. Puis une fois privatisées, elles se sont vues épinglées pour évasion fiscale. Comme si on vous offrait un cadeau avant de vous le reprendre, tout en vous demandant de le rembourser. Alors, avec tous les tristes exemples que vous venez de voir, peut-être que vous vous demandez encore comment sauver ces économies en 2024. Si tout augmente sans cesse, sauf les salaires, cela veut-il dire que les Français sont condamnés ? Dans les prochains jours, et suite aux décisions du FMI, vous serez en mesure d'y voir plus clair. Pensez d'ailleurs à vous abonner, car nous serons les premiers à vous tenir informés si la France se voit infliger des sanctions. En tout cas, certains s'attendent comme toujours déjà au pire et s'y préparent. Et à défaut de remplir le coffre-fort, ils remplissent leur armoire de conserve. On a une réserve alimentaire qui nous permet de tenir environ 2 mois. Toujours est-il que le catastrophisme ne devrait pas gouverner, même si le fait de ne pas être totalement maître de son destin en angoisse plus d'un. Et à juste titre.
Simplement parce qu'un pays qui fait réellement banqueroute, ça arrive. Mais soyons optimistes et parlons pour une fois de belles histoires. Parlons de l'Islande, qui, ruinée en 2008, a finalement remboursé sa dette, et plus vite que prévu, le tout grâce à des méthodes inédites. Parlons aussi du Brunei, un... Ouais les amis, moi je suis quelqu'un quand même d'un minimum perspicace. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Je vous ai dit, alors c'était peut-être pas très clair, excusez-moi, moi je fais des vidéos comme ça, à la va-vite, parce que moi je travaille toute la journée, voyez-vous, mais j'ai envie de développer mes chaînes YouTube. Je vous ai dit tout à l'heure, corrigez, enlevez tous les intérêts de cette classe, enlevez tous les intérêts, tous les avantages de cette administration française, vous allez voir à quelle vitesse les choses vont être corrigées et à quelle vitesse la dette va être remboursée. Pourquoi ? Parce que la France est un peuple d'élite, contrairement à Dubaï. Dubaï, oui, ils ramènent les riches, mais Dubaï... Eux, ce qui leur manque, c'est de mettre au monde des gens intelligents. Ce qu'a la France, par contre, il y a des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, des pays nordiques, la Hollande, c'est des pays qui savent mettre au monde des gens intelligents. Je ne sais pas, c'est génétique, c'est le code génétique, je ne sais pas. L'Islande, dont le mec a expliqué, l'Islande, la Suède a fait faillite. La Suède a fait faillite avant de corriger le tir. Tous les Nordiques qui ont des impôts élevés, ils ont peut-être des impôts élevés comme la France, mais les gens qui représentent le peuple, eux, n'ont pas les intérêts qu'ont ces administrations, que ont ces hauts fonctionnaires français. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Il vient de le dire vis-à-vis d'Islande. L'Islande et la Suède aussi, c'est pareil. C'est bien la preuve qu'en France, on peut corriger les choses. Mais pour ce faire, il faut couper leurs intérêts. Vous allez voir à quel point les choses vont vite changer. Tu sais, quelque part, faut pas leur en vouloir, hein. C'est comme si tu disais à un être humain, écoute, est-ce que tu veux une piscine sans payer quoi que ce soit ? Oui, bien évidemment que je veux. Bah tiens, voilà, en fait, c'est comme si tu donnais le choix entre... En fait, les fonctionnaires français ont le choix entre travailler dur et gagner plein d'argent, pas travailler dur et gagner plein d'argent. Lequel des deux choix est-ce qu'ils vont choisir ? Bah bien évidemment que le deuxième choix. Bien évidemment qu'ils vont choisir le deuxième choix. Ces pays nordiques, eux, ils ont qu'un seul choix. Alors, ils ont aussi deux choix. C'est travailler dur et gagner plein d'argent, ou bien c'est ne pas travailler et ne gagner qu'un salaire de misère en tant que représentant de la nation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oui, là, ce qu'il dit, c'est bien avec l'Islande. C'est bien ce qu'il dit. Mais le problème, c'est que, est-ce que ces élites accepteront de renoncer à leurs droits ? Pourquoi je pose cette question ? Je pose cette question par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème de la France, c'est que la France est l'un des seuls pays au monde où la caste, le vaisseau, l'état profond qui dirige le pays est un état profond qui méprise son peuple et qui a officiellement trahi son peuple, contrairement aux autres pays. Aux États-Unis, ça va mal, mais l'état profond américain, quand il s'agit de parler des États-Unis à l'extérieur, ils ont la même ligne directrice, c'est-à-dire tout pour les Américains. Donc, est-ce que on pourra mettre cela en place ? Parce que c'est l'état profond, je ne sais pas s'il acceptera. Tout petit pays d'Asie qui n'a aucune dette, ou presque. Et puis bon sang, pourquoi regarder si loin pour trouver des exemples ? La France est la preuve vivante qu'une nation ne meurt jamais et qu'un espoir est toujours possible. Au travers de ces crises diverses, le peuple a toujours trouvé le courage de surpasser les difficultés. Mais peut-être que trop de choses ont changé depuis, pour réussir ce que d'autres ont réussi avant nous. Et aujourd'hui, pas sûr que l'État rencontre autant de succès s'il décide de s'appuyer uniquement sur le soutien indéfectible de son peuple. Pourtant, il n'est pas impossible qu'il réclame une nouvelle fois l'union sacrée, car le spectre de la guerre pourrait bien lui aussi ressurgir. Mais cette fois, les Français n'ont plus l'envie. Surtout, ils n'ont plus les moyens. Alors, abonnez-vous pour voir notre prochaine vidéo et partagez celle-ci à un ami soucieux de son épargne. Voilà, c'était une bonne vidéo, mais encore une fois, les amis, la situation française est très compliquée. D'accord ? L'état profond français, ça va être très compliqué de le déloger. Donc, encore une fois, moi, les histoires de faire des boîtes de conserve en économie dans son frigo, c'est pas comme ça que vous allez résoudre la situation. Gagnez plus d'argent. Apprenez à gagner de l'argent. Sur Internet, vous pouvez le faire. Parce que même quitter la France pour aller dans un autre pays, est-ce que ça va forcément marcher ?
Vous pouvez peut-être quitter la France, oui, c'est vrai, pour aller dans un autre pays. Il y a des gens qui ont, par exemple, des compétences et qui vont à Dubaï et qui, pour le même taf, le même travail, sont payés 3 fois plus. Oui, c'est bien. C'est bien. Alors à ce niveau-là, oui, c'est une solution plausible. Faites-le. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à gagner plus d'argent. Bonne journée.